c'est magique. Bien, merci pour cette belle vidéo introductive que je découvre en même temps que tout le monde et qui nous montre à quel point notre jeunesse est très, très, très engagée sur les questions environnementales, sur les questions de risque, sur les questions de catastrophes et s'interroge effectivement sur son futur. J'aurai l'occasion d'y revenir et nous allons collectivement avoir l'occasion d'y revenir. Et peut-être que je vais juste introduire la table ronde en reprenant les quelques mots d'introduction du président Kert tout à l'heure qui nous disait « Une société plus sûre est une société plus humaine ». C'est extrêmement important ce qu'il nous a dit parce que, et on l'a vu au fil des témoignages et des prises de parole des uns et des autres, est revenue la notion de participation, la notion de responsabilité citoyenne, individuelle, collective, est revenue la question de la collégialité, y compris dans la production de projets dans les territoires, et est revenu aussi, j'ai entendu le terme de solidarité exprimé à partir d'une intervention de la salle. On est là effectivement sur un sujet majeur qui nous montre à quel point c'est le thème de la table ronde, à quel point les acteurs de la société civile ont besoin de s'impliquer, certains souhaitent s'engager et donc il faut forcément trouver et laisser place à ces acteurs dans la façon de construire l'action publique sur la réduction des risques et des catastrophes. Et on le sait d'autant plus que la parole populaire aujourd'hui prend une place croissante, non seulement dans le débat public, mais lorsqu'il s'agit de questions d'environnement ou de risques ou de crise, à chaque fois, la parole populaire et la parole publique est importante. On sait aussi, et tout particulièrement nos élus locaux, qui sont en prise au quotidien dans les territoires avec les citoyens, qu'il y a aussi des seuils d'acceptabilité. On est confronté à ça, à de la résistance aussi parfois dans le portage de projets. Et ça, c'est une tendance extrêmement lourde et tout particulièrement dans nos sociétés occidentales hypersensibles désormais à tous les risques. Et je reprendrai une autre phrase qui est celle d'Ulrich Beck qui disait dans l'un de ses ouvrages « Les sociétés qui peuvent paraître les plus sûres de l'histoire peuvent en même temps être définies comme les premières sociétés du risque ». Voilà, nous sommes dans le cœur du sujet et du coup toute la question est de savoir comment construire avec la pluralité d'acteurs et la pluralité d'intérêts aussi de ces acteurs, comment conduire une action publique en faveur de la réduction des risques et des crises et assurer une meilleure acceptabilité. Et donc les enjeux sur l'implication de la société civile recouvrent en réalité des objectifs multiples. J'en citerai quelques-uns. La promotion de l'acceptation du risque, ça a déjà été dit. L'adoption de comportements préventifs ou de réactions adaptées en situation de crise. On l'a vu dans le cadre de la table ronde précédente en particulier. En filigrane de tout ça, il y a la question aussi de la confiance entre les citoyens et les décideurs. Parce qu'à un moment, effectivement, il faut décider dans le portage d'un certain nombre d'actions. Mais c'est aussi un sujet de mobilisation de nouvelles sources d'expertise et d'information qui est en jeu, pas seulement l'expertise technique portée par un certain nombre de corps constitués, mais effectivement aussi une expertise de proximité dont il faut reconnaître sa valeur. Et en réalité, dans les territoires, on a une multiplicité d'acteurs, on a une diversité d'intérêts, parfois et souvent même divergents. Et précisément, la table ronde va revenir sur deux sujets qui me paraissent essentiels dans le cadre de la table ronde, qui est celui de la gouvernance, on l'a déjà un tout petit peu évoqué précédemment, et qui est aussi celui de l'éducation et de la sensibilisation et de la communication. Je fais un deuxième gros package sur ces questions de risque et de crise. La gouvernance, c'est fixer ensemble des règles collectives d'action. Et donc, pour éviter justement les formes de résistance, les tensions qui peuvent naître dans le cadre de l'action publique, il faut imaginer des processus variables, et c'est là où les différentes formes de participation ont toute leur place pour aller vers des processus de gouvernance qui prennent en compte a priori la diversité des points de vue, et on a, je crois,
on l'a illustré à travers l'intervenant de l'architecte ce matin, hein, dans la façon de construire son projet localisé. Et je pense qu'on va revenir sur ce sujet de la gouvernance tout de suite. Et on peut aussi se poser la question de savoir si finalement ce que nous avons mis en place aujourd'hui en termes de process de gouvernance, s'il faut aller plus loin, et si oui, comment. Et d'une certaine façon aussi, puisque nous fêtons les 20 ans de la FPCN, dans tous les processus de gouvernance, est-ce que la FPCN a une place à trouver dans ce cadre-là? Le deuxième sujet, qui est celui de l'éducation, et il se trouve que je suis en ce moment recteur de l'Académie de Nice. Alors j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qui a été dit tout à l'heure sur le rôle de l'école. Il y aurait plein de choses à dire, mais je ne vais pas m'en faire le porte-voix aujourd'hui. Mais le fait est que notre jeunesse, et on l'a entendu à nouveau à travers les témoignages des étudiants du master de Freddy Vinet, on a aujourd'hui une jeunesse effectivement extrêmement sensibilisée, sensible, parce qu'il y a aussi beaucoup de ressentis, aux problématiques d'environnement, de risque, de crise, et se questionne. Alors, se questionne de façon positive sur ces questions-là, mais aussi exprime beaucoup d'inquiétude. C'est un peu le revers de la médaille. Et je pense que si on faisait tous un petit recul de 20 ou 30 ans en arrière, je pense qu'on regarderait les choses un petit peu différemment. Et effectivement, aujourd'hui, on a une jeunesse qui est aussi inquiète. Et donc, il faut être en capacité à trouver les bons moyens pour répondre à ces inquiétudes. L'école, bien évidemment, a un rôle moteur sur ce sujet-là, et on y travaille, non seulement à travers les programmes, mais en partenariat, y compris avec les collectivités locales, sur des dynamiques de projets. On y travaille à travers des démarches de formation continue, même s'il faut aller plus loin, de nos professeurs pour faire aussi les choses autrement. Mais on est là sur un sujet, d'autant que cette jeunesse qui se soucie des questions environnementales et de crise, elle s'engage. Elle s'engage, on le voit avec les étudiants de Freddy, on le voit aussi avec les jeunes professionnels, et les témoignages que nous avons eus tout à l'heure me paraissent extrêmement intéressants pour ce que nous voulons faire de la FPCN également, en les impliquant et comment les impliquer de manière effectivement à porter pour les 20 ans à venir la FPCN autrement et sur une nouvelle dynamique autour de ces questions-là. Juste pour terminer mon mot d'introduction, je dirais que ces questions aussi de gouvernance et d'éducation aux risques et aux crises, bien entendu, ce sont des questions transversales qui concernent la société civile et qui nous concernent collectivement à différentes échelles. Alors, il y a eu plusieurs intervenants locaux, les maires, et à nouveau, nous aurons un ancien maire, celui d'Albertville, qui va revenir tout de suite sur nos questions de gouvernance et d'éducation. Ça concerne donc les échelles locales, mais on sait bien qu'à l'échelle nationale se jouent un certain nombre de choses également, aux échelles internationales aussi. Et nous aurons, en miroir de ce qui se fait en France, dans le cadre de la table ronde, un certain nombre de prises de parole qui vont donner à voir, justement, à travers des expertises et des regards croisés, ce qui se fait aussi à l'étranger et qui peut, du coup, nous interroger et nous re-questionner sur ce que nous faisons en France et en particulier sur ce que propose la FPCN. Pour commencer, je vais tout de suite et très volontiers partir du terrain, si j'ose dire, partir du territoire, en passant la parole à Philippe Mazure, donc ancien maire d'Albertville, mais au-delà du maire d'Albertville, il a eu d'autres responsabilités à d'autres échelles et à d'autres niveaux, on le sait, dans le cadre de la décennie internationale pour la prévention des catastrophes naturelles, en tant que délégué français également auprès des Nations Unies, et aussi en tant que fondateur, ou parmi les membres fondateurs de la FPCN, j'imagine que vous avez quelques idées également pour l'avenir. Donc je vais vous laisser la parole, peut-être pour commencer par vos expériences passées, et en particulier de terrain, pour illustrer ces deux grands thèmes de gouvernance et d'éducation. Voilà, merci. Donc je vais vous parler des conditions de l'action locale
au travers de deux expériences que j'ai pu vivre. Mais je dirais avant tout que la première clé de l'action locale, c'est la confiance. Établir un climat de confiance et de proximité, ça a déjà été dit à plusieurs reprises, mais je crois que c'est vraiment le fondement de l'action, ou la nécessité absolue pour l'action. Je vais rebondir sur vos deux mots, donc gouvernance et éducation, en les modifiant un petit peu. La première expérience que je vais évoquer est basée sur la concertation, hein, donc on n'est pas loin de la gouvernance. Et la deuxième est basée sur la mobilisation, vous l'avez dit aussi, hein, vous avez parlé d'éducation, et pour aller sur l'engagement, et donc je crois que ce sont deux mots clés extrêmement importants aussi. Alors, excusez-moi, je vais lire mon texte, parce que si je me mets à parler spontanément, ça va durer beaucoup trop longtemps. Voilà. Donc la première expérience se réfère à une opération pilote qui a permis l'élaboration croisée du PPRI de la Combe de Savoie. La Combe de Savoie, donc c'est en aval d'Albertville, le long de la vallée de l'Isère, et des SCOT des territoires correspondants. Hein, on a parlé d'aspects réglementaires toute la journée, et je pense qu'il est important de casser les cloisonnements réglementaires ou institutionnels pour aborder sur le terrain les vrais problèmes dans le concret. Alors pourquoi j'ai retenu cet exemple c'est parce que, on a parlé de confiance, mais la défiance entre l'État et les collectivités territoriales est une longue spécificité, une longue tradition dans notre pays. Et je l'ai retrouvée, donc cette défiance d'ailleurs, elle est réciproque, ou méfiance. Et c'est un climat quasi insurrectionnel qui régnait au lendemain de mon élection à la mairie d'Albertville en 2008. L'objet du conflit, c'était justement ce PPRI de l'ISEN instruit par l'État. Il faut dire que la coupe était assez pleine. Au départ, pour ce PPRI, donc, on s'est référé à la crue centenale, comme c'était la coutume à l'époque. Et puis, on est passé à la crue de 500 ans, ce qui a déjà introduit un degré d'attente et de contrainte beaucoup plus élevé. Et en 2008, justement, pratiquement au moment des élections, nouveau changement, et là vraiment brutal, l'État a imposé l'hypothèse de l'effacement des digues de l'Isère, des digues qui ont été érigées il y a 150 ans, mais qui ont fait l'objet de multiples travaux d'entretien. Et en particulier, en 1992, pour la préparation des JO d'Albertville, on y a installé des autoroutes d'accès aux stations de ski. Et à cette occasion, les digues ont été, bien entendu, très renforcées. Donc, incompréhension des élus locaux, sentiment d'arbitraire, les élus entraient en dissidence. Et je me suis retrouvé impliqué dans cette situation, pas très préparée quand même. Ma neutralité d'expert habituelle a bien été très éloignée. Et je n'ai pas trop su immédiatement comment essayer de trouver une solution. Et puis, j'étais donc président du SCOT de l'agglomération d'Albertville. Et c'est avec cette casquette que je suis allé voir le préfet de Savoie pour essayer de renouer le dialogue. Donc, je me suis à l'époque aussi appuyé sur une directive vraiment providentielle du ministre Borloo au préfet, qui prônait une modification profonde dans les pratiques des services de l'État vis-à-vis de leurs partenaires territoriaux. Il n'y avait pas qu'à Albertville qu'il y avait des tensions. Il demandait en particulier le respect des démarches de participation, d'association et de concertation de sa loi de 2003 sur la ville. En accord avec le préfet, je montais un projet pilote Borloo, qu'on a intitulé Borloo, pour l'élaboration conjointe et concertée du PPRI et du SCOT
accompagné d'un troisième volet qui concernait le schéma global de gestion hydraulique de l'Isère et de l'Arc, son principal affluent dans la zone. Donc une approche globale, intégrée et cohérente. Le projet a été ratifié en 2019 par toutes les parties prenantes, le préfet, le conseil départemental, le CISARC, le syndicat mixte chargé de l'entretien des digues, et toutes les intercommunalités concernées. On mettait en place un comité de coordination et des groupes de travail croisés, chaque partie gardant la responsabilité finale de son document. Au final, une opération gagnant-gagnant et une grande cohérence globale. Donc, la première leçon que je voudrais évoquer, puis on le reprendra peut-être dans les recommandations à la fin de la session, eh bien, c'est que même dans un État jacobin à l'autorité verticale comme la France, l'instauration du dialogue avec les territoires, basé sur la confiance et l'expertise, est possible. La FPCN, je pense, peut jouer un rôle de médiation dans ce cadre-là, et on pourra y revenir tout à l'heure. Deuxième exemple, donc plutôt sur la mobilisation. Les outils nécessaires existent, ça a été dit dans la journée. Ils s'appellent DICRIM, PCS, PPI, exercice de crise, etc. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas toujours appliqués. Ça a été évoqué également. À Albertville, comme dans toute la Savoie, les services territoriaux ont une longue pratique de vigilance et d'intervention rapide lors des chutes de neige. Dégager les voies de jour comme de nuit ou accueillir des milliers de touristes en détresse, ils savent faire. C'est une bonne préparation que j'ai trouvée pour affronter les crises. Mais tout n'était pas rose. Si les risques d'inondation, de crues torrentielles ou de rupture de barrages étaient dans tous les esprits, je constatais que le risque sismique ou les risques technologiques étaient plutôt négligés. Donc c'est là où le rôle du maire peut être déterminant. Tout maire dispose d'outils réglementaires et d'un large pouvoir d'initiative pour impliquer la population. On a parlé du public, d'une manière générale, de la société civile, mobiliser les acteurs locaux dans le concret. Pour ma part, j'ai commencé par des exercices de crise en vue de tester les acteurs de premier plan. Services municipaux, pompiers, services de police et de gendarmerie, SAMU, ainsi que des sociétés privées disposant d'équipements ou de moyens de transport utiles pour la crise. Ça, c'était un échelon relativement limité, et heureusement parce que les premières expériences n'étaient pas très fameuses dans la coordination entre ces divers acteurs. Puis j'ai organisé des réunions publiques thématiques qui m'ont permis d'écouter d'abord, puis de sensibiliser la population au travers du DICRIM. C'est avec le DDRM une pièce maîtresse qui permet à la population de mieux connaître son environnement. Ça a été évoqué aussi, et je pense que c'est un outil, ça peut être un outil extrêmement précieux pour faire connaître à la population. Le DICRIM était distribué dans chaque foyer. Je recommandais de le placer à portée de main sur le frigo et de le lire régulièrement. Et ça aussi, être concret, le DICRIM sur le frigo de tous les foyers albervillois. Ça a permis de sensibiliser, de vraiment faire adhérer toutes les familles. Mobiliser services, architectes, entrepreneurs du bâtiment et propriétaires au respect des règles parasismiques s'est révélé beaucoup plus difficile. Pourtant, c'était ma spécialité. Mais l'insistance a fini par contrebalancer la faible conscience du phénomène. Et là aussi, il faut remettre l'ouvrage N fois en permanence. Il ne faut pas hésiter. La réalisation d'exercices de crise réguliers a permis de conforter le PCS et d'impliquer progressivement tous les acteurs du territoire, jusqu'aux citoyens et aux établissements scolaires, sociaux, hospitaliers,
On a parlé aussi donc de la DDF, SNCF, les entreprises industrielles en particulier, etc. Là encore, la confiance installée a permis de travailler sereinement et sans phare sur des sujets plus sensibles, comme la rupture des barrages. Nous avons 2 grands barrages, Roseland 150 mètres de haut, Tignes 180 mètres de haut, en amont d'Albertville. Et les gens sont très conscients du problème et étaient très heureux qu'on en parle très concrètement pour expliquer comment se comporter en cas d'alerte. Pour ces exercices, nous voulions au départ une approche très humble, je l'ai dit, et on constatait de nombreux dysfonctionnements. Puis, c'est devenu plus serein et maîtrisé une fois acquise l'expérience pratique et la nécessaire coordination. L'installation précoce d'une chargée de mission prévention-sécurité à la mairie d'Albertville, qui n'existait pas auparavant, et le suivi critique des exercices de crise par l'IRMA de Grenoble, l'Institut des risques majeurs de Grenoble, créent un climat d'émulation salutaire. Les maires du bassin s'en inspiraient, avec la mise en place d'une réserve communale de sauvegarde. Albertville recevait le pavillon orange du Haut Comité pour la défense civile, et 2 ans plus tard, notre agglomération était lauréate du trophée des Irisés. Et là aussi, ça paraît un petit peu secondaire, anodin, et cette reconnaissance extérieure est extrêmement importante, en particulier pour la population. Voilà, donc deuxième message, et j'arrête là, la confiance toujours, mais aussi la position stratégique des collectivités locales pour développer une culture de prévention et mobiliser largement. Conseiller, diffuser les bonnes pratiques auprès des maires constitue un rôle fondamental à faire jouer aux plateformes expertes, comme l'IRMA ou la FPCN. On pourra y revenir. Merci. Je crois que votre témoignage montre bien tout l'intérêt dans les territoires de conduire un certain nombre de processus de dialogue avec les outils aujourd'hui disponibles, et sans doute faut-il encore créer dans le domaine, à la fois pour gagner en confiance et en acceptabilité dans la définition même des projets et ensuite dans leur portage, mais également en termes de sensibilisation, car on sait à quel point tous ces processus de dialogue conduisent progressivement les différents acteurs mobilisés dans ces processus à porter des regards un peu différents sur des a priori en début d'échange et de concertation. Merci. J'ai envie du coup de changer d'échelle, de passer la parole à Stéphane Pickel, que l'on a déjà entendu rapidement tout à l'heure et qui va peut-être nous dire quelques mots sur les pratiques allemandes, peut-être sur la plateforme elle-même, le DKKFE, qui s'apparente effectivement à la FPCN, ou encore, mais vous avez toute liberté dans votre prise de parole, sur les catastrophes récentes et les leçons que vous en tirez à l'échelle allemande. Je crois qu'il y a un petit film qui va vous être présenté. Ah, il faut stopper. Pouvez-vous stopper? Merci. Yes, first of all, again, welcome. It's a great honor to me to be here and to be part of this panel. In order a little bit to summarize what was said this morning, what was said yesterday, and to build the bridge between Germany and France, there is a long history on risk management. There is a long history on complexity. And we spoke this morning on resilience. And I would like to propose what we can maybe do in the next 10 years about sovereignty, because you mentioned it also from Albertville, from this perspective. We have to understand risk. We have to handle complexity. And we have resilience means a little bit also to recover. But our expertise is to get a sovereignty over a complex situation, to handle with risk management in an optimal way in order to control something.
I'm very thankful also to the presentation of Jill because we were part of Espresso in the European Union, and thank you also to you. And there were a lot of French expertise. We learned a lot. We were only in a small way part of Espresso, but Espresso was a little bit, yes, like a double espresso. It's a shot, yes. And now we have to make the dinner afterwards. And I see between you and ourselves a huge potential for the next 10 years. And maybe you see a video of my group. We are involved in a research project, and you see three things. The vulnerability. You see there a complex networks, that it is not a national network. And then you see a graph where you do some sort of so-called, we call it visual analytics. There is a person who goes into the graph, and if you would like to come to Munich, you can go through that graph with classes, with virtual reality. Please look the video. If you are not interested in the video, if you are not interested in myself, the most important thing of my talk is, be aware, the October Festival takes place in September. If you would like to visit me next year after the talk and say, Professor Pickle, I was so impressed by your talk, I come in October, you will make a mistake. For that reason, October Festival is in September. Maybe in 2 years, I'm willing to do a 2-day workshop close to the October Festival, and we can continue discussion. Enjoy the video. It's also a thank you video to you, and then I will stop with my presentation. Supply chain networks are like living organisms. They encompass the entire globe. They are highly complex, and they are vulnerable. Okay, you may know your network, but do you know it well enough? There's a lot going on in there, and out there, like clockwork, running at high speed, in real time. When there's so much to move, long distances to cover, tight deadlines to keep, coordination is key. Keep everything running smoothly, but how do you react to unforeseen events? When a key supplier fails, can you still deliver? Is your safety buffer safe enough? And what about major disruptions? If you fail to prepare, you're preparing to fail. This is the tool what we Now is the developed. time to take full control of your network with an integrated and customizable solution which is utilizing your data, your structure. It is the time for the right partner to complement your network knowledge with valuable external information in real time, that you can confidently make the right decisions fast. Regain your supply chain sovereignty. Thank you again. You can stop. Thank you. Yes, this was the campus, but Non, merci Stéphane. Je crois que le sujet que vous mettez en avant, la question finalement du fait que nos territoires locaux sont interconnectés yes. et que nous vivons dans un monde interconnecté, travailler sur la résilience des territoires nous amène effectivement à considérer toutes les interdépendances entre les différents réseaux qui nous irriguent. Ça, c'est un sujet de recherche, d'avenir, et c'est effectivement un sujet plus que structurant pour penser la construction de nos territoires et leur résilience. Et ça, c'est un sujet qui nous montre qu'effectivement, il faut dépasser l'échelle territoriale lorsqu'on veut appréhender de façon globale et systémique
la question des réseaux. Des réseaux, on va encore en parler. Alors, d'autres formes de réseaux, cela, peut-être. Avec Philippe Quevillier, que vous connaissez, qui travaille à la Direction générale Homme de la Commission européenne depuis déjà un certain nombre d'années. Et donc, une riche expérience, très très riche expérience. Et c'est vrai que les institutions européennes, on le sait, cherchent à promouvoir aussi un certain nombre de mécanismes pour impliquer davantage un certain nombre d'acteurs qu'on va qualifier de la société civile pour aller vite. On pourrait préciser les choses dans la façon de construire l'action publique, construire des projets de recherche. On était là sur un projet de recherche à l'instant particulièrement innovant. Et donc, avec votre regard un plus distancié justement sur nos problématiques, on aimerait vous entendre sur peut-être le rôle des réseaux de réseaux. Nous savons que vous avez été à la manœuvre aussi pour animer et porter ce type de réseau. Et donc, ça serait, je crois, intéressant de vous entendre sur cela. Merci Richard. Bon, tout d'abord, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à l'FPCN. Et en fait, aujourd'hui, c'est l'anniversaire aussi d'un monsieur qui préférait parler de la pluie plutôt que du beau temps. Donc, c'est les 100 ans de Georges Brassens. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais enfin, c'est important de le souligner. C'est aussi l'anniversaire, le 20 ans d'anniversaire d'un malheureux, je dirais, drame qui est survenu aux États-Unis, donc le 11 septembre. Et c'est ce qui a généré, en fait, la discussion au niveau de l'Union sur des programmes de recherche sur la sûreté. Je ne parle pas de sécurité, je parle ici de sûreté, donc qui s'est mis en place au niveau du 7e programme cadre. Et dans la continuité du 7e programme cadre Horizon 2020, on a non seulement considéré les aspects sûreté, donc prévention et réponse à des actes terroristes, mais aussi de plus en plus les aspects prévention, préparation, réponse aux catastrophes naturelles et accidentelles. Et là, on en est là un petit peu dans Horizon Europe, à discuter effectivement, comme cela a été souligné aujourd'hui, non pas uniquement de la réponse, mais de tout le cycle de gestion des catastrophes, qu'elles soient naturelles ou d'origine humaine. Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'effectivement, le cadre Sendai traite de cela, mais on traite effectivement d'un panel de possibles qui est assez énorme, qui implique une quantité d'acteurs absolument phénoménale, non seulement au niveau scientifique, mais aussi au niveau de différents secteurs, au niveau de l'international vers le local. C'est d'une complexité inouïe, en sachant qu'on n'a pas d'autre choix que de travailler ensemble et de faire de sorte que justement ces réseaux entre législateurs, scientifiques, les praticiens, donc les primo-intervenants, les pompiers, les urgentistes, la police, les PME, les industries et la société civile travaillent main dans la main. Alors ça, c'est facile à dire, mais sur le papier, c'est facile à écrire, mais dans les faits, c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Alors on a essayé, nous, de faire de sorte qu'on programme de la recherche. Alors moi, je suis en charge dans le programme de recherche sur la sécurité civile, disons, et liée à la sécurité, sur un axe qui s'appelle Disaster Resilient Society, donc les sociétés résilientes aux catastrophes. Et dans ces axes-là, on réfléchit sur la résilience sociétale, donc comment effectivement faire de sorte que la dimension citoyenne soit prise en compte dans les axes de recherche, mais également, alors vous avez parlé de gouvernance, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de recherche pour que la gouvernance des risques soit améliorée, donc la chaîne de décision. On a vu effectivement dans les inondations qui se sont produites cet été en Allemagne, Belgique et Luxembourg que c'était la fin de chaîne de décision qui a failli. C'est pas l'aspect scientifique. On connaissait les risques, on a même prédit effectivement ça pouvait survenir. C'est vraiment la fin de chaîne de la protection civile allemande, belge, etc., qui avait ces données vers les autorités locales et les citoyens, qui a failli. Donc ici, on a vraiment quelque chose à travailler. La normalisation, donc peut-être que les protocoles justement liés à la mise en œuvre de systèmes d'alerte ou de systèmes de prévision est importante. Alors bon, je sais que les primo-intervenants n'aiment pas la normalisation, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et les technologies
de prévention et de réponse pour les primo-intervenants. Alors on tape large d'une certaine manière aussi, parce qu'on essaie de soutenir les politiques européennes en matière de protection civile. Donc on travaille beaucoup avec les Nations Unies, donc le cadre de Sendai. Sébastien devait être là, mais on travaille beaucoup avec Sébastien. Ah, il sera là, c'est parfait. Donc on travaille beaucoup avec Sébastien. On travaille avec la DG ECO, donc protection civile, avec la DG Environnement, donc tout ce qui est prévention, gestion des inondations, sécheresse, les tempêtes côtières, etc., mais également les risques Seveso. Et pour la partie terrorisme, les politiques qui traitent de risques NRBC. Donc c'est vraiment c'est assez difficile de combiner tous ces gens-là, je dirais, de les mettre autour d'une table. Et en 2013, moi j'avais travaillé avant, alors je suis un chercheur au départ, donc je suis plutôt de formation scientifique, mais j'ai appris à devenir un politique justement avec un travail qui était l'élaboration d'une directive FI, de la directive 4 sur l'eau, donc protection des eaux souterraines. Et là, je me suis confronté à la difficulté de dialogue entre les législateurs et les scientifiques. Deux mondes différents, vraiment un jargon différent. Et de ce besoin, alors j'ai entendu hier, ce matin, j'ai bien aimé, je considère que c'est très important, le rôle de médiation. On a besoin de médiateurs justement de la science vis-à-vis des instances législatives. Mais ça, c'est uniquement un volet. Le dialogue doit être établi entre science, législation, praticiens, donc les utilisateurs, PME, industrie qui vont développer des solutions innovantes, et la société civile, finalement, nous tous, qui sommes capables ou non de comprendre et d'accepter les solutions qui sont développées par la recherche. Donc c'est vraiment assez complexe. Alors quand je suis arrivé à la DGOM, j'ai développé une communauté d'utilisateurs dans ce domaine-là, où on a effectivement... alors j'ai bien aimé la présentation de Eric Daniel Lacombe ce matin, vraiment beaucoup aimé, parce que c'est une question... Il a parlé de dispute. Au départ, c'est une dispute, parce que chacun défend sa chapelle. On est tous là, on est compétents dans notre domaine, et on va se confronter aux gens, on va défendre notre bout de gras. Et en fait, ce ne sont pas des disputes, ce sont des établissements de dialogue en disant, mais attendez, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que les choses s'améliorent? Et je me suis aperçu en travaillant au départ avec des pompiers qui étaient relativement remontés contre l'Europe, en leur expliquant qu'ils avaient intérêt à être plus intégrés dans la recherche. Et on a, nous, modifié nos axes de recherche et la façon dont on les mettait en œuvre. C'est-à-dire en impliquant des praticiens, donc pompiers, urgentistes, etc., dans la définition des axes de recherche, mais également dans la réalisation d'objectifs de recherche, validation d'outils, technologies, etc. Alors ça, déjà, ça a permis effectivement d'établir ce dialogue entre différents acteurs depuis 2013, et c'est en train de devenir une plateforme qu'on appelle CERIS, donc c'est Community of European Research Community of European Research and Innovation for Security, auquel je vous invite à vous inscrire, parce qu'on organise beaucoup de séminaires et on essaie d'impliquer justement un maximum d'acteurs pour faire revenir des expériences. Et à ce niveau-là, la FPCN a évidemment un rôle à jouer. J'ai souligné le rôle dans Expresso. Il est bien évident que votre association a un rôle important pour nous aider à mieux définir nos axes de recherche et à nous fournir des éléments qui nous permettent d'écrire des sujets pertinents. Alors donc, on traite effectivement dans cette plateforme d'échange CERIS, qui devient un petit peu plus institutionnel, des aspects DRS, donc catastrophes liées aux catastrophes naturelles, mais également lutte contre le crime et le terrorisme, sécurité aux frontières et protection des infrastructures critiques. Alors là, encore une fois, ça tape large. Pour un petit programme, donc moi je m'occupe du domaine DRS, je suis tout seul et je suis comme le cygne, c'est-à-dire que je pédale comme un forcené en surface et j'essaie d'être calme à la surface mais c'est difficile, c'est très, très compliqué de tout couvrir. Alors ce que je voudrais souligner, c'est que cette communauté a répondu je dirais, à un besoin de casser un petit peu les silos de pensée. Et on est en train maintenant de stimuler un réseau de réseaux. Alors d'abord, on a financé des réseaux de praticiens, ce qui n'est pas apprécié par tous. Je peux vous dire qu'au niveau français, j'ai eu quelques mots un petit peu compliqués, parce qu'on disait, mais pourquoi la Commission finance des réseaux de praticiens, des réseaux par exemple de pompiers au niveau européen? Et moi je dis, mais attendez, les pompiers ont besoin de connaître effectivement quels sont les axes de recherche, et ceux qui peuvent en retirer
en termes opérationnels et de nous donner leur avis. Est-ce que c'est bien ou non? Je me souviens d'un pompier qui m'a dit, mais attendez, vous avez développé un laboratoire mobile, c'était au moment de la crise Ebola, qui est magnifique, on dirait une Ferrari, mais moi je roule en 2 chevaux sur des routes de campagne. Donc votre Ferrari, je ne peux pas la conduire, je n'ai pas le permis, je n'ai pas l'argent et je n'ai pas les infrastructures. Donc ça nous oblige effectivement à dire, mais attendez, est-ce qu'on ne devrait pas effectivement réduire la voilure? Et donc ça veut dire effectivement consulter un petit peu plus les praticiens. Donc ça, effectivement, est-ce que, moi je me pose la question, est-ce que c'est pas un rôle pour la FPCN, justement, de nous aider à mieux collecter les avis des praticiens? Alors on essaie maintenant dans le programme de travail 2023-2024, et là moi j'ai dit ce matin que j'étais une éponge. Si vous avez des idées, si vous avez des éléments qui m'aident, parce que là, entre maintenant et juin, je vais travailler pour la rédaction de sujets qui traitent effectivement de vos sujets de prédilection. Et donc, on essaie, il y a un aspect que je sais de pousser, c'est justement de financer des réseaux de réseaux. On a un intérêt évident pour qu'on ait des relais au niveau national. En Espagne, il y a une communauté d'utilisateurs qui s'est mise en place et qui s'est mis en place de la même façon que la CERIS, au niveau espagnol, impliquant les autonomiens, donc en espagnol. Bon, moi j'y suis allé, j'ai la chance de parler espagnol, portugais, et donc là-bas, effectivement, le dialogue s'établit, et s'établit avec des gens qui n'ont jamais entendu parler de ce qui se passe au niveau européen. Et ce sont des gens qui vont effectivement se sentir conscients, et on œuvre à la fois pour une meilleure prévention, mais aussi, je dirais, une meilleure construction de l'Europe. Et donc, ce rôle-là, je ne sais pas si la FPCN peut avoir ce rôle à jouer, mais en tout cas, sachez qu'on va essayer de stimuler ce genre de financement, de réseau, de réseautage de réseau. Alors, je voudrais conclure simplement, parce que le temps passe vite. Bon, on a parlé de la société civile, j'ai parlé des praticiens, on a amélioré finalement nos dialogues et nos contacts avec les praticiens. La dimension citoyenne, c'est vraiment une patate chaude. Hein. C'est vraiment une patate chaude dans le sens où comment aborder cette réalité de la dimension citoyenne dans les axes de recherche européens. Alors, on a effectivement mis en charge, en route des programmes de recherche depuis 2019. On n'a pas encore les résultats, mais de dire, bon voilà, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau européen pour améliorer la prise de conscience des risques vis-à-vis pour les citoyens, la compréhension, quels sont les impacts psychologiques, quelles sont les actions coordonnées, la responsabilité, en anglais ils disent empowerment, je ne sais pas la traduction voilà, reprendre du pouvoir, donc redonner du pouvoir aux citoyens au niveau action, jusqu'à leur implication dans les programmes de recherche. Est-ce qu'il y a une possibilité d'impliquer des citoyens dans des exercices de validation de technologies en réponse au... Voilà. Alors ça a un lien évident avec la gouvernance. Ça a un lien évident avec la gouvernance parce qu'on espère pouvoir impliquer aussi des mairies, des autorités locales, régionales. Et donc, moi, je suis, encore une fois, une éponge. Si vous avez des idées, moi, je suis en train de réfléchir au programme de travail 2023-2024 qui va être proposé aux États membres et qui va être discuté avec les directions générales. Et le premier, je dirais, projet sera je dois rendre ma copie en décembre. Donc voilà, c'est je dirais, une petite balle que je vous jette. Et je dirais que j'ai un grand respect pour votre travail. Je pense que vous faites un travail admirable et que vous auriez effectivement intérêt à gagner en puissance au niveau européen. Voilà. Est-ce qu'on peut... Voilà, merci. Bon, merci pour cette présentation. D'abord, elle fait écho à ce que l'on a dit tout à l'heure sur les difficultés de transfert de la recherche. Et effectivement, en tout cas pour un certain type de recherche, si on travaille en amont déjà au questionnement aval de transfert, je pense qu'on gagnera en efficience dans tout le système. Et donc, personnellement, en tout cas, je pense que la FPCN aura à reprendre... langue, en tout cas je l'espère, en tout cas se saisir de la balle, si j'ose dire. C'est vrai pour l'échelle européenne, c'est vrai pour l'échelle nationale. Je pense qu'il faut nourrir aussi l'ANR en tant que producteur d'appels d'offres d'un certain nombre de questionnements à dimension opérationnelle, de manière à ce qu'en amont, dans la définition des programmes de recherche, il y ait effectivement un questionnement partagé
et décloisonné, si j'ose dire, entre tous les opérateurs de terrain, quels qu'ils soient. Je ne sais pas si Sébastien Penzini... Sébastien, est-ce que vous êtes parmi nous? Oui, je vous vois. Donc, représentant du Bureau européen de l'Union, des Nations Unies pour la réduction donc, des risques de catastrophe, vous avez suivi le développement de la FPCN et de fait, en plus, en tant que représentant des Nations Unies pour la réduction des risques et des catastrophes, de fait, si j'ai envie de dire, vous êtes un interlocuteur naturel, en tout cas je l'espère, pour la FPCN. Et du coup, j'ai envie d'emblée de vous poser une question sur la façon dont vous voyez, ou en tout cas le regard que vous portez, sur le rôle d'une association comme la FPCN, et au-delà de la FPCN, de façon plus générale, sur les plateformes qui sont élaborées justement pour intégrer, ou en tout cas pour essayer d'intégrer la société civile, pour essayer de croiser les regards, les expertises. On parle parfois aussi d'expertise collégiale, finalement, dans ce type de plateforme. Et donc, ça serait intéressant de vous entendre, parce que de fait, vous avez un regard et une expertise qui brasse extrêmement large, et ça peut nous être grandement utile pour le travail de projection pour les années à venir, ne serait-ce qu'à l'échelle de notre AFPCN. Oui, merci beaucoup, Monsieur Lagagné. Je dirais que qui trop embrasse mal étreint, je crois, on dit en français, donc j'espère que ce n'est pas le cas en ce qui nous concerne. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation et laissez-moi aussi fêter un très bon anniversaire à la FPCN et lui présenter aussi mes vœux pour les 20 prochaines années, en espérant qu'elles seront aussi fructueuses et critiques pour la réduction des risques que les premiers travaux l'ont été durant ces 20 premières années. Si vous me permettez, je vais peut-être juste rebondir par quelques remarques préliminaires sur ce que j'ai entendu jusqu'ici. Vous avez parlé de la jeunesse et effectivement la vidéo était très intéressante. Vous avez parlé de jeunesse inquiète. J'ai envie de rajouter à inquiète une jeunesse consciente. C'est vraiment ce que nous on perçoit, je dirais, dans notre travail au quotidien. Une jeunesse et donc par là, je dirais très, très désireuse d'essayer de faire bouger les choses et de ramener les travaux dans la bonne direction, sachant que ce n'est pas toujours le cas. Et on en revient même au début de la vidéo, qui je trouve est très juste, où justement la première phrase de la vidéo dit que les risques sont en fait le résultat de l'activité humaine. Donc tout ça mis ensemble nous donne déjà une idée de la direction dans laquelle il faut aller. Je voulais aussi vous dire que par rapport à la citation que vous avez faite, j'aurais tendance peut-être presque à l'inverser et à dire qu'une société plus humaine est une société plus sûre. Donc je pense qu'on peut aussi jouer sur les mots et voir cette citation dans les deux sens. Voilà. Maintenant, pour répondre à votre question, sur la question du rôle des associations, de la FPCN et de la place de la société civile, je commencerai par dire que j'ai vu dans l'un des nombreux emails de préparation à cette très importante réunion, que les Nations Unies usaient et abusaient du terme de société civile, et je pense que c'est vrai. L'ONU use et abuse d'un certain nombre de termes et d'acronymes et de concepts. Et je crois qu'en fait, cette insistance, elle est un petit peu le symptôme des problèmes que l'on observe au quotidien dans notre travail. Et pour vous donner, là, ici, un constat de ce que l'on voit, et on parle aujourd'hui de gouvernance du risque, on a encore dans beaucoup, et je dis beaucoup, c'est beaucoup de pays européens, une gouvernance du risque qui est faite entièrement à l'exclusion des forces vives des populations, que ce soit la communauté scientifique, que ce soit la communauté académique, les associations représentatives des minorités, les associations représentatives des populations à risque, des personnes en situation de handicap, etc., etc. Donc, au final, cette insistance sur le terme de société civile, il est là pour dire qu'on a aujourd'hui encore un écart très important à combler et qu'évidemment, et comme je pense est en train de le démontrer la FPCN, on a un besoin critique de rassembler toutes ces forces vives autour des mécanismes de gouvernance du risque, parce que cet état de fait, en fait, je dirais, favorise complètement la méconnaissance du risque actuel,
la méconnaissance, et là je pense que M. Mazur ne me contredira pas, la méconnaissance des risques à l'échelle locale, parce qu'il est très difficile, je pense, d'avoir une connaissance fine des risques à l'échelle locale si on n'a pas ce maillage territorial des associations, de la société civile et des différents acteurs. Donc tout ça pour dire qu'évidemment, et j'espère ici commencer à répondre à votre question, le rôle de la FPCN qui a, je pense, pour slogan d'être un réseau des réseaux est fondamental pour essayer de fédérer et de ramener un petit peu à l'échelle nationale toutes ces expertises, toutes ces expériences, toute cette connaissance qu'on appelle en anglais indigène, c'est peut-être pas le terme exact français, mais en tout cas qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, qu'à l'échelle d'un territoire ou d'un village, on a des connaissances historiques, voire ancestrales sur les risques et sur la façon de les réduire, que l'on n'a pas forcément quand on développe des politiques publiques à Paris ou dans les autres capitales européennes. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, quand on essaye d'aborder un petit peu la question, je dirais, de la FPCN et des plateformes nationales, je pense qu'il est quand même important de noter qu'on est dans un constat très hétérogène. On a effectivement l'exemple du DKKV qui est un très bon exemple. On a également des plateformes nationales qui sont à caractère associatif dans certains pays, mais très rarement. On a un exemple qui est très intéressant en Suisse avec la Planat, mais je dirais dans la majeure partie des cas, on est sur des plateformes nationales qui ont quand même je dirais une assise, ou en tout cas une gouvernance gouvernementale et qui s'appuie, et là j'en reviens au constat que je faisais tout à l'heure, plus ou moins et avec plus ou moins de vigueur sur les composantes de la société civile et sur les associations. Donc là, il y a je pense, des éléments à réfléchir. Notre bureau avait fait l'année dernière, pas plus tard que l'année dernière, un état des lieux complet sur 55 pays d'Europe sur la façon dont la gouvernance des risques est organisée et comment elle intègre justement les composantes de la société civile, comment les associations telles que la FPCN sont intégrées dans ces plateformes dans différents pays européens. Donc c'est peut-être aussi une source d'information qui serait possible d'utiliser. Et ensuite, et là pour en revenir peut-être à mon expérience plus concrète de la FPCN et de la façon dont les choses sont organisées en France, j'ai envie de dire et j'ai envie d'utiliser peut-être 2 ou 3 mots-clés qui sont pour moi, le premier étant celui de mandat et ou de responsabilité, parce que là où l'on voit que les plateformes nationales ou les réseaux de réseaux ou les associations nationales fédératrices ont le rôle, je dirais, le plus efficace et le plus précis, c'est là où il leur a été donné et reconnu un mandat très clair, très précis, avec une feuille de route, avec des missions, avec certaines fois des outils qui sont aussi des outils utilisés par les gouvernements et par les législateurs pour définir les politiques publiques, mais où on a d'une certaine façon, alors je n'ai pas envie de dire cadré peut-être toujours réducteur en français, mais où on a en tout cas défini quelque chose et où on a défini donc par là même des limites qui font qu'à l'intérieur de ces limites, et j'en arrive à mon second mot-clé, l'association en question, la plateforme en question, dans un pays ou un autre, acquiert une légitimité, c'est-à-dire qu'elle devient la référence pour les autorités nationales comme pour les autorités locales. Ça devient la référence dans un certain nombre de domaines. Ces domaines, ça peut être par exemple la collection et l'analyse systématique des pertes liées aux catastrophes. Ça peut être la remontée d'informations depuis l'échelle locale sur des sujets très précis. Ça peut être une veille régulière de certaines informations. Ça peut être aussi de la prospective sur les risques émergents et sur les risques à venir. Bref, à partir du moment où on a un mandat et des responsabilités qui sont clairement définies, on a le plus souvent des associations, des outils, des représentants de la société civile qui prennent, je dirais, une part intégrante dans la gouvernance des risques et dont on arrive à mesurer même l'influence et l'efficacité à l'échelle européenne ou à l'échelle internationale. Et on voit des acteurs, effectivement, qui émergent. Le DKKV en est un, la Planat, comme je l'indiquais, en est un autre, mais je pourrais en citer beaucoup d'autres. Le dernier élément que je voudrais ajouter ici, avant de vous redonner la parole, c'est peut-être juste m'arrêter une seconde sur la vidéo qui a été présentée tout à l'heure et que je trouve extrêmement intéressante et extrêmement parlante. Et je crois que quand effectivement on se rend compte aujourd'hui, je dirais presque plus en France qu'ailleurs, de la complexité aujourd'hui des risques, de l'approche systémique, je dirais, qu'ont les risques eux-mêmes, et de tout ce qui concerne, alors d'un point de vue économique, les chaînes d'approvisionnement, mais pas seulement, c'est-à-dire de tout le maillage
des systèmes qui, entre eux, sont interdépendants et vont générer des nouveaux risques ou vont générer de la vulnérabilité supplémentaire, on se dit que c'est peut-être là exactement qu'on a une niche pour des associations nationales fédératrices d'expertise locale pour effectivement essayer de rassembler ces différents éléments, de les analyser et à partir de là, de réduire l'exposition, de réduire la vulnérabilité et de bâtir la résilience. Donc vraiment, je pense qu'on se projette vers l'avenir, au-delà des aspects évidemment de changement climatique qui sont très importants et qui font partie, je dirais, de l'analyse globale, on a cette complexité des risques, on a cette interdépendance en système des villes, des villages, des économies, des sociétés, qui sont, je pense, un élément très très important que les associations du type AFPCN doivent prendre en considération. Et un tout dernier élément, quand on essaye de projeter un petit peu ce type d'association à l'échelle régionale, voire internationale, je crois que la FPCN fait déjà pas mal de choses dans ce domaine, ne serait-ce que par ses accords et ses échanges bilatéraux. On a aujourd'hui un représentant du DKKV, c'est très intéressant de voir ces échanges bilatéraux. On a aussi, je crois, un rayonnement de ces associations. Je voudrais prendre l'exemple ici de Madame Merad, qui, je crois, est dans la salle, qui fait, je pense, qui est très active dans la FPCN, mais qui est également membre du Conseil européen scientifique, qui est rattaché à notre bureau des Nations Unies. Je crois que cette façon, je dirais, de projeter, cette capacité à projeter de l'expertise et par là même donc à recevoir de l'expertise depuis l'échelle régionale en utilisant les forces vives d'une association telle que la FPCN, c'est aussi une façon d'avoir de la visibilité, de récupérer de l'expérience, de récupérer de la connaissance et aussi de partager l'expérience française avec les autres pays. Donc, en résumé, je dirais, on n'a pas forcément, à l'échelle régionale, on ne voit pas toujours des associations, je dirais, arriver sur le devant de la scène en tant que telles, mais on a très souvent des experts, des représentants et des personnes activement impliquées dans ces associations qui rayonnent à l'échelle régionale, qui rayonnent à l'échelle européenne et qui permettent justement à des associations de type AFPCN de se nourrir de l'expérience régionale et aussi de faire profiter les autres pays de la même façon. Voilà, c'est grosso modo les premiers éléments que je pouvais vous donner par rapport à votre question. Un grand merci pour ces lignes de force et ces lignes de direction. J'imagine que ça va amener forcément, et je l'espère, à quelques réactions. J'avais envie de revenir, si j'ose dire, à notre point de départ, le territoire, et de repasser, avant de laisser la parole bien évidemment à la salle et aux questions, de repasser la parole à Philippe Mazure. On revient au territoire, puisque c'est finalement là que tout se joue en termes de catastrophes. Et finalement, après avoir écouté les différents intervenants, les pistes de réflexion également qui viennent d'être lancées, on a à assurer le développement de la FPCN finalement pour les 20 années à venir. On fête les 20 ans, mais il faut se projeter forcément sur le futur. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire et peut-être que vous-même, vous avez des propositions à nous faire dans ce sens-là. Oui, donc je vais être très bref par rapport à ce que j'avais envisagé parce que le temps est limité, je crois. Hein. Ce que je voudrais souligner, enfin, rebondir sur les interventions de cette table ronde, et puis bien entendu sur les précédentes, mais sur les interventions de cette table ronde qui a un petit peu plus focalisé l'accent sur la difficulté d'aborder ou de mobiliser la société civile. Je crois que c'est une question justement d'échelle territoriale. Hein. Si on n'aborde pas l'intégration de la société civile dans nos actions, au travers de l'approche territoriale, on n'y arrivera pas parce que c'est trop complexe, trop grand, trop multi-activités, enfin, etc. Hein. Et vraiment, si j'ai donné l'exemple d'Albertville tout à l'heure, enfin les deux exemples que j'ai retenus, c'est pour montrer que le maire est un pivot. Hein, il est possiblement un pivot. Alors, vous avez parlé tout à fait justement de la nécessaire intégration sciences, législation, PME industrielle, société civile, et vous n'avez pas cité les élus, et en particulier les maires. Et je pense que c'est peut-être là une faille
dans ce qui explique la difficulté que vous avez pour aborder un certain nombre de problèmes. Je pense que le territoire, il faut l'aborder comme un système. À l'époque de la décennie internationale de prévention des catastrophes naturelles, on avait développé un programme qui s'appelait Gémitis-Ville, et justement qui abordait la ville en tant que système. Et donc, dans la ville, on abordait la vulnérabilité de ces divers éléments, de ces diverses composantes, mais on abordait aussi la vulnérabilité du système dans son ensemble. Et je pense que ça, c'est fondamental pour l'aborder. Alors, pour revenir, donc, une première proposition, ça serait qu'avec tout ce qui a été dit, je ne reviens pas dessus, on est tous convergents sur l'intérêt de faire jouer à la FPCN un plus grand rôle que ce qu'elle a tenu jusqu'ici. Moi, une première suggestion, ça serait qu'au niveau français, la FPCN se rapproche de l'AMF, l'Association des maires de France, et des associations connexes d'élus à diverses échelles territoriales. Mais je pense que c'est là où elle peut avoir une utilité aussi grande que ce qu'elle a eu auprès du ministère de l'Environnement, par exemple, il y a un certain temps, ou même du ministère de l'Intérieur, je dirais, qui a évolué dans ses approches aussi grâce au contact qu'on a pu développer. C'était plutôt le comité français de la FPCN, mais je pense que la FPCN a continué. Et je voudrais souligner que le congrès annuel des maires de France a lieu le mois prochain, à la mi-novembre à peu près. Et je vous donne en mille, le thème central qu'il a affiché cette année, c'est les maires en première ligne face aux crises. Voilà, tout un programme, je dirais. Donc je suggère qu'un certain nombre de responsables de la FPCN aillent. Il y a toute une série de conférences, en fait, etc., thématiques. Ça vaudrait la peine d'aller d'abord pour écouter, pour prendre la température, et puis ensuite de se rapprocher des instances dirigeantes de l'AMF pour voir ce qui peut être fait. Voilà, c'est une première suggestion. Une deuxième suggestion qui n'est pas ressortie de notre table exactement, mais qui a été évoquée auparavant tout au cours de la journée, c'est cette nécessité de casser les cloisonnements. Alors, on a l'habitude des cloisonnements ministériels, institutionnels, enfin, etc., disciplinaires et autres. Et je pense que ça appauvrit notre appréhension des risques. Alors, on a bien évoqué que risques naturels et technologiques commençaient à fusionner, et ça c'est un travail de 20 ans. Je pense qu'enfin on arrive à rapprocher les deux pour avoir un cadre de gestion globale, de management commun. C'est très important. Mais je dirais qu'à l'expérience que nous avons vécue, en particulier au printemps dernier, avec une gestion catastrophique de la crise pandémique en France, quand on compare comment ça s'est passé en France et en Allemagne, c'était deux mondes. Bon, après, fort heureusement, ça s'est amélioré dans notre pays. Mais je pense que ça serait, bon, c'est une entreprise extrêmement difficile qui sera longue à mettre en place, mais ça vaudrait la peine d'essayer de commencer à appeler nos collègues du monde de la santé pour aborder aussi le problème des crises pandémiques. Ce sont des crises qui vont se développer de plus en plus avec le développement démographique mondial, la déforestation, etc. Bon, je ne développe pas, mais donc ça vaudrait la peine parce que il y a les expériences croisées justement qui se sont développées à l'intérieur de cloisons. Lorsqu'on les décloisonne, c'est un enrichissement extraordinaire. Donc ça serait une deuxième suggestion générale. Et la dernière, pour répondre justement à l'échelon européen. L'échelon européen, malheureusement, souffre du repli souverainiste des États membres depuis
un certain temps. Moi, j'ai travaillé à la commission de Bruxelles il y a une époque où, au contraire, c'était l'enthousiasme général, et ça a bien changé. Mais je crois que les échanges européens, en matière de recherche, dans l'organisation de programmes de recherche européens, c'est fondamental aussi, parce que ça casse les cloisonnements aussi, les habitudes, les cadres d'approche de programmation de la recherche. On a parlé de la directive européenne sur l'eau. C'est quelque chose qui a été retraduit en France et peut-être complété, comme ça a été dit, mais c'est à l'époque où j'étais maire encore, ça a été extrêmement utile, extrêmement fructueux. Et donc, faire une espèce de lobby à Bruxelles, parce que des lobbies, il y en a des milliers à Bruxelles, et pourquoi pas un lobby organisé par un réseau européen, des KV, AFPCN, etc., pour faire des propositions non seulement de thématiques de recherche, mais également de directives, de prochaines directives. Ça recadrerait, ça permettrait de recadrer, peut-être d'intégrer une législation, et qui dans notre pays, les pauvres députés, ils passent leur temps à délibérer sur des projets de loi qui sont préparés dans l'émotion parce qu'il y a eu un phénomène particulier, etc. Et je pense que des directives européennes, ça permet de reprendre dans un cadre beaucoup plus cohérent les choses. Voilà. Donc, je pense que le niveau européen aussi, c'est quelque chose d'important. Et je terminerai en disant qu'il y a une bonne collaboration, on l'a dit ce matin, entre l'Allemagne, la France et la Suisse. Moi, je pense que les Italiens et les Grecs ont beaucoup à nous apporter aussi, parce que ce sont des pays qui connaissent beaucoup plus fréquemment des catastrophes, et en particulier des catastrophes naturelles, que nous. Et puis, je pense aussi à la Hollande. En matière de risque hydraulique, je pense que la Hollande a une expérience et une efficacité qu'il serait sacrément utile de partager. Voilà. Merci beaucoup pour vos interventions respectives, très 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 riches et porteuses d'avenir. Le temps file, on m'a glissé à l'oreille qu'on n'aurait droit qu'à une seule question. Je vais frustrer peut-être du monde. Donc, qui souhaite éventuellement prendre la parole? Ne vous battez pas, voilà, exactement. Bien, je pense qu'on peut remercier vraiment tous les intervenants pour leur présentation.